sol. Eh bien aujourd'hui, dans nos rotations traditionnelles du secteur colza blé orge, on a des problèmes d'insectes sur les colzas, Oui. on a des problèmes de désherbage sur les céréales, et donc on arrivait à une impasse à des impasses agronomiques. C'est plutôt simple, le gaz qui est produit dans les digesteurs, on appelle ça du biogaz. Donc c'est du biogaz brut qui ne peut pas être utilisé en tant que tel dans les chaudières. Donc on va mettre ce biogaz dans un procédé qu'on appelle l'épuration. On va enlever tous les gaz qui ne sont pas utiles, et après on va garder que le méthane. Bon, salut Christophe, ça va? Bonjour Thierry. Bon, alors on est ici sur un tas de cives, on va en reparler un petit peu après, qui va alimenter de la méthanisation. Tu es un des associés voilà, d'un groupe d'une structure d'agriculture qui a monté de la méthanisation, c'est ça? C'est ça Thierry, donc déjà bienvenue à toute ton équipe à Marsanel-Bois. Merci. Un village situé au nord de Dijon, en Côte d'Or. Donc comme tu pourras le voir tout à l'heure, on est sur des terres très superficielles ici. Et donc, j'ai pu regarder des coupes, ouais, t'as quoi? T'as 20-30 cm et en dessous c'est du caillou quoi? Selon les secteurs, selon les endroits. on a des argilo-calcaires plus profonds avec 40, 50, 60 cm de terre. Mais on a aussi une partie de notre ferme qui est située sur des sols avec 10-15 cm de terre. Alors la réflexion de la méthanisation s'est faite à la longue, d'après ce que j'ai compris, j'ai pu discuter avec un de tes collègues. Vous n'êtes pas dit tout de suite, ah on va faire de la méta, ça va être la solution au miracle. Vous avez cherché quelque part un moyen de pérenniser l'exploitation parce que c'était compliqué d'avoir des cultures, j'allais dire colza, blé, orge, un peu classiques dans le secteur. Ça devenait difficile pour rentabiliser l'exploitation. Donc effectivement, on n'est pas sur des potentiels de rendement élevés, de par la nature de nos sols. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est les exploitations de ce qu'on appelle nos zones intermédiaires, puisque c'est un peu dans le jargon de la PAC qu'on définit. On est un peu victime des volontés de la société. Donc je ne porterai pas de jugement sur la société ce matin, en général, mais une société qui veut moins de pesticides, donc ça veut dire moins d'insecticides, qui veut en même temps pas d'OGM. Eh bien aujourd'hui, dans nos rotations traditionnelles du secteur colza blé orge, on a des problèmes d'insectes sur les colzas, Oui. on a des problèmes de désherbage sur les céréales, et donc on arrivait à une impasse à des impasses agronomiques, et puis aussi donc, des impasses en termes de revenus. Donc on s'est posé la question il y a 5-6 ans de notre devenir. On a regardé des pistes d'introduction d'élevage sur nos exploitations. On a étudié aussi la possibilité de passer une partie de la ferme en bio. D'accord. Et puis la méthanisation est arrivée dans la réflexion. Il s'avère que je suis le maire de Marsanel-Bois et en gérant un dossier GRDF pour la commune, on est venu avec François, que tu verras tout à l'heure, à parler méthanisation. Et avec mes associés, on est monté dans le bus et on a visité 3-4 sites de méthanisation sur une journée et on a pris la décision en 2018 de se lancer. D'accord, c'était assez osé. Alors, vous êtes en système injection ici, vous êtes quasiment les premiers à l'avoir fait ici au niveau du secteur. Bon, ça, on pourra en reparler un petit peu. Mais je voudrais déjà comprendre, déjà, les surfaces d'exploitation ici, c'est quoi les moyennes? Donc ici, on est, même si administrativement on était classé terre dijonnaise, on est plaine dijonnaise, on est plutôt sur des caractéristiques de terre de plateau. Ouais. On retrouve ces mêmes similitudes sur le plateau châtillonnais, les plateaux barrois ou une partie de la Haute-Marne avec les plateaux sur Langres et vers Chaumont. Donc on est sur des typologies agriculture de plateau et les surfaces sont plutôt plus élevées que les moyennes départementales, puisque aujourd'hui dans le secteur c'est plutôt 150 à 200 hectares par actif. D'accord, donc c'est vrai que vous avez une exploitation conséquente, à peu près 1000 hectares, mais vous êtes à 6 aussi dessus. Donc si on divise, on est dans les caractéristiques d'une exploitation moyenne par associé quelque part, quoi. Voilà, donc nous, nos exploitations, voilà, l'agriculture s'est développée dans les années 60 sur le modèle de la pétrochimie, donc suppression des élevages dans les fermes, puisque les dernières vaches laitières ont quitté le village dans fin des années 80, début des années 90. Une spécialisation en grande culture avec un modèle colza blé orge qui marchait très bien tant qu'on avait des matières actives et on était sur les gains de productivité dans les années 50-60, un quintal par hectare et par an. Et bien pour la petite anecdote, entre le moment de mon installation dans les années 95-2000 et aujourd'hui, on a perdu 6 à 7 quintaux de moyenne sur le rendement en blé et 3 à 4 quintaux faciles sur le rendement en colza. Donc nos rendements ont plutôt plafonné, voire baissé. C'était la pérennité de l'exploitation qui était en jeu. Donc vous, la question, voilà, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce que ça a permis? Alors ici, on est sur un tas de cives, voilà. Donc essentiellement du seigle, si j'ai bien compris, c'est ça?
Voilà, donc en volume, c'est le seigle qui représente le plus gros volume, puisque c'est une culture qui va pousser aux périodes de l'année où on n'a pas de problématique de manque d'eau, puisqu'elle sera semée en septembre et récoltée en avril, voire début mai. Et ensuite, on met des cultures, des cultures intermédiaires derrière la moissonneuse-batteuse d'été, qui, elles, les rendements vont être fortement dépendants de la pluviométrie. Bon, cette année, à notre grande surprise, malgré le sec, selon les villages, puisqu'on a la chance d'exploiter sur 23 communes et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, les communes où il y a eu les orages, quelques orages qui sont passés, on arrive à sortir quand même des quantités de cives d'été. D'accord. Et vous avez aussi remis en place un petit peu plus une culture, j'allais dire, traditionnelle du secteur, si on veut parler de la moutarde, que vous aviez quasiment pu en termes de culture alors. Donc la moutarde, c'est... Bon, un petit rectificatif, la moutarde a été réintroduite en Côte d'Or il y a 25-30 ans. Hein. Ouais. Donc il y a eu une augmentation de la surface des moutardes sur les 15 dernières années. Et la moutarde, tout comme le colza, a été victime de la non-possibilité d'utiliser des insecticides. D'accord, problème de traitement. Les matières actives qui marchaient ont été retirées, contrairement à d'autres pays de l'Europe qui ont encore le droit de les utiliser. Et nous, on se retrouve confrontés un peu à un blocage, c'est-à-dire qu'on n'a pas les produits pour pouvoir... Donc les productions de moutarde ont fortement baissé au cours des 2-3 dernières années. D'accord. Au niveau des rotations, alors vous avez du seigle, vous mettez de la moutarde, vous avez encore un assolement en blé qui est identique à ce que vous aviez avant ou... Si tu veux, on a voulu avec la méta refaire l'élevage qu'on avait supprimé sur nos fermes. D'accord. Pour remettre de l'agronomie dans nos systèmes, allonger nos rotations, faire davantage de cultures que les 3 cultures colza blé. Ouais. Donc grâce à la méta, on a réintroduit de la luzerne, oui. des mélanges luzerne-graminée, on refait du sorgho. Donc on a aujourd'hui... Vous êtes passé de 3 cultures à 7, alors c'est ça à peu près la simplification sur mon exploitation d'origine, on l'avait connue dans les années 98-99, où on arrivait même chez certains agriculteurs des villages voisins à être colza blé, quoi. 2 cultures, colza blé orge quand les cours de l'orge marchaient. Aujourd'hui, grâce à la méthanisation, quand j'explique au grand public qui n'y connaît pas grand-chose, on explique que les 3 bulles que tu as derrière toi, eh bien, c'est l'élevage de vaches, l'élevage bovin. C'est le même procédé, j'allais dire. Que nous aurions pu avoir si notre société acceptait de manger plus de viande. Bon, c'est pas forcément la question. Sinon, en termes d'autonomie, l'exploitation, elle est autonome en termes de fourniture pour la méta? Voilà, donc... Ça a été une de nos exigences, et c'était aussi une demande des banquiers qui ont suivi ce projet, hein, de dire on ne voulait pas être dépendant de la politique des déchets. Oui. Hein, tu connais un peu la politique des déchets, c'est-à-dire quand un industriel ou une entreprise a un déchet, quand personne n'en veut au début, elle paye pour le faire partir, puis après elle dit je le donne, mais vous venez le chercher, puis après elle dit vous me le payez. Et il y a une concurrence et il y a une course. Donc on ne voulait pas... quand on a commencé de réfléchir au projet de méta, le blé devait être à 150 ou 160 € la tonne. Aujourd'hui, il n'est plus au même prix. On ne voulait pas se retrouver en concurrence avec d'autres méthaniseurs, avec d'autres personnes qui chassent les déchets. D'accord. Donc, l'autonomie était importante, quoi. On a quelques sous-produits d'industrie agroalimentaire ou de triure de céréales ou de ce qu'on appelle d'issus de céréales. Mais c'est des choses que l'on récupère de façon opportune en fonction des marchés. D'accord. Mais on peut s'en passer et on peut être complètement autonome à 100% sur notre exploitation. Ok. Et réintroduire la luzerne, ça veut dire aussi que vous avez des éleveurs avec qui vous travaillez pour pouvoir fournir aussi un petit peu d'aliments à l'occasion? Non, donc nous, ce qu'on fait, donc on sème de la luzerne sur notre exploitation. Ouais. Au mois de septembre, on fait un sursemis de seigle dans cette luzerne avec un semoir de semis direct. On ensilde la première coupe pour la méta et les coupes suivantes, les 2e et 3e coupes, sont récoltées en foin et on vend le foin aux éleveurs qui veulent acheter du foin de luzerne. Voilà. Donc il y a une complémentarité aussi et c'est vrai que la luzerne est une bonne culture, je pense, quand on a des terres parfois un peu légères. Voilà, c'est une culture qui va très bien dans les pH très élevés et puis c'est une culture qui, la première coupe souvent fait du tonnage puisque le facteur limitant chez nous malheureusement c'est l'eau. D'accord. Alors le raccordement un peu spécifique, vu que c'est avec GRDF et c'est en injection, on n'est pas en cogénération, donc il n'y a pas de moteur. Ça s'est bien passé, vous, au niveau de l'organisation? Donc sur la conception et le travail, GRDF ont été des partenaires très facilitateurs, très sérieux.
D'ailleurs, si on n'aurait pas pu faire tout ça sans le partenariat avec GRDF. Donc la boucle Marsanais est un village qui a le gaz depuis bientôt une quinzaine d'années. D'accord. Nous sommes sur une petite boucle où il y a 7-8 villages et on n'aurait pas pu réaliser notre projet si GRDF n'avait pas fait un maillage entre cette petite boucle et la métropole dijonnaise. D'accord. Donc le maillage GRDF l'a pris à sa charge, hein, et donc ce qui a permis de ne pas avoir de débit d'étiage. Parce qu'avec la consommation de nos villages, malgré qu'il y ait une centrale d'enrobé branchée sur le réseau gaz, on n'aurait pas eu le débit suffisant pour tourner juillet-août. D'accord. Notre projet n'aurait donc pas été rentable. D'accord. Donc là, le but du jeu, c'était de rejoindre la communauté voilà, de Dijon, enfin le secteur. Et d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près 2000 foyers qui peuvent être alimentés grâce à cette méta. Voilà, sur la production de cette méta, ça correspond à la consommation de 2000 pavillons moyens français, moyennement. Ouais, voilà. Au moins, c'est une ordre de grandeur. Je connais pas les chiffres. C'est pas une très grosse méta. On est d'accord, c'est une méta qui est adaptée à votre exploitation et qui correspond aussi, j'allais dire, au secteur. Vous n'êtes pas les seuls à être sur Dijon et je pense que GRDF cherche encore aussi, peut-être pas dans le secteur-ci précisément, mais en tout cas à travers la France, de possibilités d'injection quand c'est possible, comme pour vous, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, bah moi je vais aller rejoindre Jean-Charles, voilà, justement de GRDF pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau technique. Merci en tout cas Christophe pour cette présentation. Allez, on va redescendre. Bon Jean-Charles, dis-moi, ça va? Ouais, super, super Thierry, merci. Bon, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne le système d'injection et puis après on essaiera de discuter aussi comment vous faites le partenariat avec les agriculteurs voilà, qui voudraient découvrir un peu ce que c'est, en savoir un peu plus au niveau méta. Alors, il y a une production de gaz qui se fait là, ça arrive ici, et après, comment c'est traité alors? Alors, c'est plutôt simple. Le gaz qui est produit dans les digesteurs, on appelle ça du biogaz. Donc, c'est du biogaz brut qui ne peut pas être utilisé en tant que tel dans les chaudières. Donc, on va mettre ce biogaz dans un procédé qu'on appelle l'épuration. On va enlever tous les gaz qui ne sont pas utiles. Oui. Et après, on va garder que le méthane. Et ce méthane, c'est le même que le gaz fossile importé, mais renouvelable et qui va être injecté dans le réseau public. Donc là, les containers qu'on peut voir, c'est le processus de filtration qui va permettre d'épurer et de nettoyer en quelque sorte le biogaz pour devenir du biométhane. Donc vous voyez, c'est très silencieux, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit. Et donc tous les appareils de filtration se trouvent ici à l'intérieur. Si je ne me trompe pas, il y a aussi d'autres parties qui permettent de donner une odeur au gaz, par exemple. Exactement. Vous avez des normes qui sont assez importantes à ce niveau-là, quoi. Oui, tout à fait. En fait, on se doit d'avoir la même qualité du gaz que le gaz importé, de façon à ce que les chaudières et tous les appareils fonctionnant au gaz puissent fonctionner de la même façon. Et de ce fait, on va devoir injecter, alors ça c'est purement d'un point de vue sécurité, hein, pour que le gaz soit détecté par le nez humain s'il y a une fuite. Ouais. Donc là, on va l'odoriser et tout ça se fait dans le poste GRDF, le poste d'injection, qui va être la limite administrative entre le site de biométhane et le réseau public de gaz. Mais dans ce poste, on fait plein d'autres choses. Alors on odorise, on met du THT qui va donner l'odeur au gaz, mais aussi on contrôle la qualité du gaz avec un chromatographe. Donc on va analyser en permanence si la qualité est conforme et si on peut injecter. En cas de défaut, pour X raisons, si le gaz n'est pas conforme, eh bien on coupe l'injection et le gaz est retourné chez le producteur pour qu'il le réépure une deuxième fois. Alors si je comprends bien, cette partie-là, c'est la partie qui appartient, j'allais dire, au groupe d'agriculteurs, aux méthaniseurs. Et puis quand il arrive ici, là ça devient votre partie, c'est un peu comme le compteur EDF où on a l'entrée puis on a la maison de l'autre côté. Et là, ça c'est vous qui gérez cette partie-là avec toute la partie contrôle, c'est ça? C'est tout à fait ça, ce conteneur là c'est vraiment l'interface entre le réseau public et l'unité de méthanisation. Donc dans ce conteneur, on va bien sûr compter le gaz renouvelable qui a été injecté, ce qui va permettre de faire la facture ensuite au producteur. Vous comptez, c'est pas sur la bonne foi, non, je rigole. Non, c'est le compteur qui tourne et du coup qui va permettre au producteur de générer sa facture avec son fournisseur de gaz. On contrôle la qualité, donc il y a beaucoup d'organes de sécurité de façon à avoir une injection la plus viable possible. Ok. Comment ça se passe si moi, agriculteur, avec un groupe ou tout seul, je veux m'intéresser à la méthanisation, savoir si je peux injecter, parce que j'imagine qu'on ne peut pas injecter dans toute la France à tous les endroits, il faut quand même une canalisation de gaz a priori pour injecter, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors il faut une canalisation de gaz et puis il faut aussi que
votre production elle puisse permettre d'être consommée localement. D'accord. Et typiquement, c'est le bon exemple ici, puisque on est à Marsanne-le-Bois, un petit village, et la production du site était trop importante par rapport à la consommation des habitants de Marsanne-le-Bois. Du coup, GRDF, nous avons créé une nouvelle canalisation qui n'existait pas auparavant pour relier le petit village de Marsanne-le-Bois à la métropole de Dijon. Ça veut dire que le gaz qui est produit ici peut arriver dans une maison à Dijon pour chauffer. Bien sûr, bien Ok. sûr. Et de ce fait, le bassin de consommation est beaucoup plus important. Donc toute la quantité de gaz renouvelable peut être consommée par les gens. Et donc ça évite forcément l'importation de gaz fossile en conséquence. En ce moment, ça paraît important, non? Ah, ça paraît plus qu'important. C'est un ouais. sujet. Ouais, ouais. C'est un sujet. Ok, donc moi si je suis agriculteur, je vous contacte chez GRDF. Vous me dites, bah voilà, vous êtes dans un secteur qui potentiellement, oui, peut être raccordable ou pas. Et puis après, bah, j'allais dire, la réalisation, l'étude se fait certainement en fonction du dimensionnement, j'allais dire, des capacités que vous avez à consommer à tel endroit ou alors de raccorder éventuellement, quoi. C'est ça, alors il y a deux étapes simples. Vous l'avez dit, le premier, la distance au réseau gaz. Donc la limite, on peut dire que c'est en 10 à 15 km maximum. Sinon, c'est un surcoût trop élevé, c'est ça? Bah, sinon, c'est beaucoup trop cher et du coup, le modèle ne trouve pas de rentabilité pour l'unité de méthanisation. 10 à 15 km. Ouais, 10 à 15 km. C'est déjà important. C'est déjà important. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'intrants dans les campagnes. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et après, tout va dépendre du dimensionnement de l'unité. Si l'agriculteur, il est tout seul et qu'il n'a pas assez d'intrants pour faire fonctionner le site de méta, et bien là, on va regarder aux alentours s'il peut s'associer à d'autres agriculteurs pour avoir une puissance suffisante, en fait. Une fois qu'il a ça, j'imagine que tout le projet peut se mettre en place et puis, j'allais dire, c'est avec vous que ça va travailler. Vous accompagnez aussi les agriculteurs dans, j'allais dire, les conseils pour tout ce qui est côté filtration, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que c'est une partie que vous gérez ou alors c'est l'agriculteur qui gère ça? Non, bien sûr, on accompagne toute la filière. On a un site internet projet méthanisation qui permet de vraiment tout comprendre les processus d'étape d'un projet. Et puis on est là aussi en tant qu'agrégateur de la filière, c'est-à-dire qu'on va donner tous les coordonnées des fabricants de manière exhaustive, tous les coordonnées des épurateurs. Faire et visiter, après, dire tiens, il faudra aller voir ça, ça peut correspondre à votre méta, éventuellement, si Alors, vous en connaissez. Ça, c'est un point très important. Il ne faut jamais se lancer dans un projet de méta sans avoir visité à minima 10 autres sites, parce qu'il y a plein de façons de faire du gaz renouvelable, il y a plein d'entreprises différentes, et donc il faut avoir son idée très précise. Et donc on organise régulièrement, partout en France, GRDF, des visites de sites comme celle-là, comme on fait aujourd'hui. Et il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur qui parle à un agriculteur et qui lui explique comment il a fait du biométhane. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Charles pour ces présentations. Avec plaisir Thierry. J'espère que ça vous a intéressé. Donc j'imagine GRDF sur internet, on vous trouve? Très simplement, ouais. Projet méthanisation, il y a plein de coordonnées, il n'y aura pas de problème. Donc sur votre moteur de recherche préféré. Voilà, et puis merci aussi à Christophe pour cette visite, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un commentaire et puis partagez-le à ceux qui pourraient être aussi intéressés. Allez, merci et puis à très bientôt. Salut.